Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Afin de vous aider à la préparation des examens et particulièrement au niveau du module de contrôle de gestion, vous trouverez dans cette vidéo des exemples des questions à choix multiples QCM concernant le chapitre intitulé Les coupes préétablies et l'analyse des écarts. Une précision ici que une seule réponse est juste parmi les 4 réponses. C'est pour ça que vous devez faire attention. La première question, vous avez une charge qui peut être affectée sans ambiguïté au coût d'un produit est une charge variable, charge fixe, charge indirecte, charge directe. Donc, je reviens à la question, une charge qui peut être affectée au coût d'un produit. Donc, lorsqu'on parle de l'affectation de la charge, donc vous aurez soit une charge indirecte, soit une charge directe. Donc, puisque ici vous avez être affecté sans ambiguïté, ça veut dire que sans problème au niveau de leur affectation, donc on parle des charges qui sont directes. Donc, les charges directes, ce sont des charges qu'on peut les affecter directement au coût d'un produit. Les charges indirectes, on ne peut pas les affecter directement, ça veut dire qu'on va les affecter au centre d'analyse ou bien des centres de responsabilité, puis par moyen de l'unité d'œuvre, on va les réaffecter au niveau du coût d'un produit. Par contre, les charges variables et les charges fixes, la question ici de typologie, c'est selon la variabilité de la charge par rapport au volume de production. Donc, les charges variables, ils varient avec le volume de production. Les charges fixes, elles sont constantes, quel que soit le niveau de production. Donc, c'est pour ça que, puisque ici au niveau de la question, on ne parle pas du volume de production, donc on ne parle ni des charges variables, ni des charges fixes. Puisque ici, on parle de l'affectation, je répète, soit directe, soit indirecte. Mais le terme que sans ambiguïté, c'est ce mot qui a conduit à ce que la réponse sera une charge directe. Deuxième question. La différence entre le prix de vente et un élément du coût est un résultat, une marge, un écart, autre réponse. Donc, ce qu'on peut savoir ici, c'est que la différence entre le prix de vente et un élément de coût ne peut pas être un écart, parce que l'écart, s'il existe, il doit être entre deux éléments de même nature. Donc, on doit écarter l'écart. Donc, je répète, l'écart, lorsqu'il y en a une différence entre deux éléments de même nature. Donc, on parle d'écart sur prix, écart sur quantité, c'est la quantité moins la quantité. Écart sur prix, prix moins, donc, un résultat. Donc, le résultat, c'est la différence entre le prix de vente et l'ensemble des coûts qui sont supportés par l'entreprise afin de produire une unité produite. Donc, lorsqu'on parle de la différence entre le prix de vente et juste un élément de coût, on parle d'une marge. Donc, ici, la réponse, c'est une marge, puisqu'il existe donc à écarter la réponse de autre réponse. Donc, je répète, lorsqu'on prend la différence entre le prix de vente et un élément de coût, donc si je prends un élément de coût, juste les charges variables, j'aurai une marge sur coût variable. Si je prends juste le prix d'achat, donc le prix de vente moins le prix d'achat, vous avez une marge sur prix d'achat. Donc c'est pour ça que la marge, c'est la différence entre le prix de vente et un élément du coût. Lorsque on va prendre l'ensemble des coûts qui sont supportés par l'entreprise pour la production d'un produit, donc on parle de résultat. Donc le résultat, c'est la marge globale sur tous les éléments du coût, bien tous les éléments de charge. La troisième question, vous avez les coûts préétablis ne permettent pas la prise de décision corrective, l'évaluation rapide d'un coût, la budgétisation, la détermination du prix de vente. Donc, quelle est la réponse qui est juste? Ça veut dire que quel est l'élément ici qui n'est pas permis par les coûts préétablis? Donc, faites attention ici à la négation. Donc, on sait bien que les coûts préétablis, ils permettent, lorsqu'on va établir les coûts préétablis, sur la base de ces coûts, on peut déterminer le prix de vente. Donc, cette réponse, elle est fausse. Elle permet aussi de faire une budgétisation. Ça veut dire que de consacrer ou bien de déterminer les montants financiers qu'on a besoin pour les productions. Donc, les coûts préétablis, ils permettent la budgétisation. Ainsi qu'ils permettent une évaluation rapide d'un coût. Mais ils ne permettent pas la prise de décision corrective. Donc, c'est-à-dire que la bonne réponse, c'est la prise de décision corrective. Pourquoi? Parce que les coûts préétablis, ils sont déterminés au préalable. Donc, c'est par la comparaison
entre ce qui est réel ou bien ce qui est constaté avec ces coûts préétablis, donc c'est au niveau de l'analyse des écarts qui permettent la prise de décision corrective et non pas les coûts préétablis. Donc je répète ici, c'est l'analyse des écarts qui permettent la prise de décision corrective et non pas les coûts préétablis. Quatrième question, les coûts préétablis constituent un outil permettant de maîtriser le passé, le présent, le futur ou bien les trois. Quelle est ici la bonne réponse? Donc les coûts préétablis constituent un outil permettant de maîtriser est-ce que le passé, bien le présent, bien le futur, bien les trois. Bien sûr, chaque outil, il ne permet jamais de maîtriser le passé. Ça veut dire que la réponse du passé a écarté. Et il va de soi d'écarter les trois, parce que s'il ne maîtrise pas le passé, ça veut dire qu'il ne peut pas maîtriser les trois. Donc il reste, soit on va maîtriser le présent, soit on va maîtriser le futur. Puisque les coûts préétablis, ils vont servir comme des outils afin que par la suite, s'il y a un écart entre ce qui va être constaté avec ces coûts préétablis, donc on peut corriger les décisions qu'on va prendre. Donc, automatiquement, il ne va pas maîtriser le présent parce que ce qui va être réalisé, il va être déjà réalisé, on ne peut rien le modifier puisqu'il va devenir du passé aussi. Donc, ce qu'on peut maîtriser par les coûts préétablis, c'est le futur. Cinquième question. Quand le résultat atteint est conforme avec l'objectif fixé, c'est est-ce que c'est la performance, bien l'efficience, bien la pertinence ou bien l'efficacité? On sait bien que lorsqu'on parle de la performance, c'est la réalisation des trois piliers. Ça veut dire que l'efficience, la pertinence et l'efficacité. Lorsqu'on réalise les trois, on dit qu'on est performant. Donc ici, c'est une mauvaise réponse. L'efficience, c'est lorsqu'on va réaliser l'objectif avec le minimum de moyens ou bien des ressources. Donc l'efficience, c'est les corollaires avec l'utilisation des ressources. Donc ici, on ne parle pas des ressources, donc ce ne sera pas l'efficience. La pertinence, c'est l'adéquation des moyens à mobiliser pour atteindre un objectif. Donc la question de l'adéquation des moyens avec l'objectif fixé, donc ici, on ne parle pas de cet élément, donc il reste que la bonne réponse, ce sera l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est lorsque le résultat atteint est conforme avec l'objectif fixé. Ça veut dire que lorsqu'on réalise l'objectif qu'on a déjà fixé, on dit qu'on est efficace. Sixième question, donc elle va de soi avec la première, la pertinence consiste à la réalisation des objectifs fixés, à la consommation du minimum des ressources, à l'adéquation des moyens avec l'objectif fixé, ou bien à atteindre l'objectif fixé avec le minimum de moyens. Donc, si je commence par la dernière, à atteindre l'objectif fixé avec le minimum de moyens, c'est l'efficience. La réalisation des objectifs fixés, c'est l'efficacité. À la consommation du minimum des ressources, donc on peut l'introduire au niveau de l'efficience. Donc, la pertinence, c'est l'adéquation des moyens avec l'objectif fixé. Ça veut dire que lorsqu'on fixe un objectif, on doit mobiliser des moyens qui vont être adéquats pour la réalisation de cet objectif. Si ce fait, donc on dit qu'on est pertinent, et là c'est la définition de la pertinence. Donc la réponse c'est l'adéquation des moyens avec l'objectif fixé. La septième question, le champ d'application des coûts préétablis est limité au service de la production, au service de la distribution, au service d'approvisionnement ou bien autre réponse. Donc, lorsque je parle du champ d'application des coûts préétablis, ça veut dire où on utilise les coûts préétablis. Est-ce qu'ils sont limités juste au service de production, ou bien au service de la distribution, ou bien au service d'approvisionnement? Bien sûr, à chaque élément ici, à chaque service ici, on peut trouver des coûts. Puisqu'on va trouver des coûts, on peut élaborer des coûts préétablis pour chaque service. Ça veut dire que la limitation juste pour le service de production ne peut pas être ni pour le service de distribution, ni pour le service d'approvisionnement, parce que le champ d'application des coûts préétablis, il touche l'entreprise entière. Ça veut dire que tous les services au niveau de l'entreprise. Donc, puisqu'il va toucher tout service au niveau de l'entreprise, il ne sera pas limité ni au service de production, ni au service de distribution, ni au service d'approvisionnement. Donc, la réponse juste ici, c'est votre réponse. Huitième question. Le contrôle des conditions internes d'exploitation par les coûts préétablis se manifeste par la budgétisation, le calcul des écarts, la détermination du prix de vente
ou bien autre réponse. On parle au niveau de l'exploitation et on va faire un contrôle par les coûts préétablis. Comment il peut se manifester autrement? Comment on peut faire le contrôle des conditions internes d'exploitation par les coûts préétablis? Il ne va pas se manifester par la budgétisation, parce que la budgétisation, c'est une étape qui est a priori pour déterminer le besoin en termes d'argent pour la production. Donc, il ne va pas permettre un contrôle, parce que déjà, a priori, la détermination de prix de vente, bien sûr non. Donc, on ne va pas contrôler par la détermination du prix de vente. Donc, le contrôle se fait au niveau de la comparaison entre ce qui va être réalisé et les coûts qui sont préétablis. Donc, c'est pour ça que la réponse ici, elle va se manifester. Donc, le contrôle des conditions internes par les coûts préétablis, il va se manifester par le calcul des écarts. Neuvième question, la méthode des exceptions consiste à ce que la direction de l'entreprise n'intervienne dans l'exploitation que lorsque l'analyse met en évidence des écarts positifs, négatifs, significatifs ou bien autres réponses. Donc, lorsque je parle de la méthode des exceptions, ça veut dire que si les choses sont normales, donc il n'y en a pas d'intervention de la direction. Mais dès qu'il y en a quelque chose qui va déclencher qu'il y en a un problème au niveau de l'entreprise, là, la direction elle va intervenir. Bien sûr, ce problème qui peut être se poser, c'est par l'analyse des écarts. Et la direction elle va intervenir, c'est pas là lorsque les écarts sont positifs, ni lorsqu'ils sont négatifs. Parce que l'écart est positif, donc je parle, est-ce qu'il va être défavorable ou bien favorable? Ça dépend. Est-ce que c'est un écart surcharge? Donc lorsqu'il est positif, il est défavorable. Lorsqu'il est négatif, il est favorable. Mais pour l'écart sur chiffre d'affaires et l'écart sur vente, donc lorsqu'il est positif, il est favorable. Et lorsqu'il est négatif, il est défavorable. Donc c'est pour ça que la réponse ici, c'est lorsque l'écart est significatif. Ça veut dire que si l'écart est insignificatif, donc bon, la direction n'a pas besoin d'intervenir au niveau de l'exploitation. Donc si l'écart est insignificatif. Mais si l'écart est significatif, là, elle va intervenir. Et là, par la prise des décisions qui sont correctives. Dixième question. La méthode des coûts préétablis permet la prise de décision au niveau stratégique, tactique, opérationnel ou bien autre réponse. Donc, puisque les coûts, ils concernent toute l'entreprise entière, donc du sommet stratégique jusqu'au opérationnel. C'est pour ça que cette méthode, elle permet d'aider à la prise de décision au niveau stratégique, au niveau tactique et au niveau opérationnel. Ça veut dire qu'il n'est pas limité juste à ce qui est stratégique ou bien tactique ou bien opérationnel. Donc c'est pour ça que la réponse ici, puisqu'il va toucher les trois niveaux au niveau de la prise de décision, donc la réponse sera autre réponse. Donc puisqu'il va toucher les trois niveaux de la prise de décision. Onzième question, un coût préétabli ne peut être un coût standard, un coût réel, un coût prévisionnel, un coût budgété. Donc cette réponse, encore, vous avez ici ne peut être. Donc puisque le coût préétabli il est déjà déterminé au préalable, ça veut dire qu'a priori, il peut être un coût standard, il peut être un coût budgété et il peut être un coût prévisionnel. Il ne peut pas être un coût réel parce que le coût réel, c'est un coût qui est constaté. Donc, il est constaté, ça veut dire qu'il est déterminé a posteriori, après la réalisation de la production. Donc, la réponse ici, un coût préétabli ne peut pas être un coût réel. La deuxième question, vous avez la quantité des matières nécessaires pour la fabrication des produits est définie par des standards techniques, des standards commerciaux, des standards financiers ou bien autre réponse. Donc, dans cette question, on parle que pour fabriquer un produit, combien on va utiliser de matière première. Donc, et qui peut définir cette quantité? Cette question relève au domaine technique. Donc, c'est pour ça que la réponse ici, c'est que cette quantité elle va être définie par des standards techniques. Pourquoi non commercial? Parce que ce qui est commercial, il touche les achats et les ventes.
les standards financiers, ils touchent les coûts unitaires et les prix par lesquels on achète, le prix par lequel on va vendre, ainsi que le temps horaire, tout ce qui est relatif au coût, donc il relève au domaine financier. Donc, puisqu'on parle ici de la quantité des matières nécessaires pour la fabrication, elle est définie par les standards techniques. 13e question, vous avez l'évaluation de l'écart sur quantité se fait par le prix réel, le prix standard adapté à la production réelle, le prix flexible. Premièrement, il n'y a pas de prix flexible et il n'y a pas de prix standard adapté à la production réelle. Donc on peut avoir le budget standard adapté à la production réelle. Donc ce qui reste que au niveau de l'évaluation de l'écart sur quantité, soit au niveau de prix réel, soit au niveau de prix standard. Et on a vu que au niveau de la relation de l'écart sur quantité, c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix standard. Donc la bonne réponse ici, c'est le prix standard. Pourquoi? Parce que si on prend l'évaluation de l'écart sur quantité au niveau du prix réel, on va avoir un chevauchement de responsabilité. Mais puisque on cherche à avoir juste la responsabilité concernant l'utilisation via la consommation des quantités, donc on doit supposer que toute chose égale par ailleurs. Ça veut dire que les prix, ils ont gardé les mêmes valeurs. Donc c'est pour ça que vous avez l'évaluation de l'écart sur quantité par le prix standard. Question 14. Parmi les écarts des charges indirectes, on trouve l'écart sur charge variable, l'écart sur volume, l'écart sur taux, l'écart sur unité d'œuvre. Donc, pour les écarts des charges indirectes, on a l'écart global et il se compose au niveau de l'écart sur activité, l'écart sur budget et l'écart sur rendement. Bien sûr, l'écart sur budget, on l'appelle aussi l'écart sur charge variable. Donc ici, la bonne réponse, c'est l'écart sur charge variable. Parce que l'écart sur volume, donc on peut le trouver au niveau des quantités. L'écart sur taux, on le trouve au niveau de l'écart sur main-d'œuvre. Et l'écart sur unité d'œuvre, il n'existe plus. 15e question. Vous avez le nombre des conventions du plan comptable à respecter au niveau de l'analyse des écarts. Est-ce que une convention, deux conventions, trois conventions ou quatre conventions? Donc la réponse c'est 3, puisqu'il y en a 3 conventions à respecter au niveau du plan comptable. La première convention, c'est la convention de signe. La deuxième convention, c'est la distinction entre la production et l'activité. La troisième convention, c'est la production de référence qui est la production réelle. Voilà les 3 conventions du plan comptable, donc à respecter au niveau de l'analyse des écarts. La 16e question, vous avez la 3e convention du plan comptable stipule que il faut faire une distinction entre la production et l'activité. L'écart doit être calculé par la différence entre les réalisations et les prévisions. L'activité doit être adaptée à la production réelle ou bien les écarts sur coût seront toujours calculés au niveau de la production réelle. Donc on a vu qu'il y en a 3 conventions. La première convention, c'est une convention de signe. Ça veut dire qu'on doit calculer l'écart, c'est tout ce qui est réel moins tout ce qui est préétabli. Donc la deuxième proposition ici, elle correspond à la première convention. La deuxième convention, elle stipule la distinction entre la production et l'activité. Donc, c'est l'objet de la première proposition. Donc, puisque la question parle de la 3e convention, donc est-ce que c'est l'activité doit être adaptée à la production réelle ou bien les écarts du surcoût seront toujours calculés au niveau de la production réelle? Au niveau de la 3e proposition, ça concerne les écarts sur charges indirectes. Donc, tant qu'au niveau des charges indirectes, au niveau du budget préétabli, on doit adapter l'activité à la production réelle. La 3e convention du plan comptable, c'est la convention de production de référence. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que c'est la production normale ou bien la production réelle? Et pour la 3e convention, il stipule que la production de référence qu'on doit aller prendre au niveau de l'analyse des écarts, c'est au niveau de la production réelle. C'est pour ça que la réponse ici, elle correspond à la 4e réponse, c'est-à-dire les écarts sur coût seront toujours calculés au niveau de la production réelle. Question 17. Vous avez la notion d'activité désigne le nombre d'unités d'œuvre consommées pour une production normale dans un centre d'analyse, le nombre d'unités d'œuvre consommées pour une production réelle dans un centre d'analyse, ou bien le nombre d'unités d'œuvre consommées pour une production donnée
dans un centre d'analyse, ou bien le nombre d'unités d'œuvre consommées pour une production prévisionnelle dans un centre d'analyse. Je confirme que ce type de question avec ce jeu de mots ici au niveau des réponses est parfois difficile si on ne maîtrise pas les notions. Donc on a ici la notion d'activité. Est-ce qu'elle désigne elle désigne le nombre d'unités d'œuvre consommées, mais est-ce que c'est pour une production normale, ou bien pour une production réelle, ou bien pour une production donnée, ou bien pour une production prévisionnelle? Donc c'est pour ça que le nombre d'unités d'œuvre consommées pour une production normale, ça s'appelle l'activité normale. Pour le deuxième, pour une production réelle, ça s'appelle l'activité réelle. Et le nombre d'unités consommées pour une production prévisionnelle, c'est l'activité prévisionnelle. Donc c'est pour ça qu'en général, l'activité, elle désigne le nombre d'unités d'œuvre consommées pour une production donnée. Donc n'importe quelle production, donc le nombre d'unités d'œuvre, ça s'appelle une activité. Donc la réponse juste ici, c'est la troisième réponse. C'est que la notion d'activité, elle désigne le nombre d'unités d'œuvre consommées pour une production donnée dans un centre d'analyse. Donc je répète, pour une production normale, ça s'appelle l'activité normale ou bien l'activité standard. Pour une production réelle, ça s'appelle l'activité réelle. Et pour la production prévisionnelle, c'est une activité qui est prévisionnelle. Mais ici, vous avez la notion d'activité en général. La question 18, vous avez le coût unitaire de la matière première est établi par le service de production, le service d'achat, la direction, le bureau de méthode. C'est-à-dire que qui peut déterminer le coût unitaire d'une matière première? Donc, est-ce que c'est le service de production? Bien sûr non, parce que le service de production, il a comme mission, c'est la fabrication et la production des produits. Est-ce que c'est la direction? Il a d'autres missions que la détermination du coût unitaire. Donc le bureau de méthode, elle est responsable concernant la méthode de fabrication. Donc qu'est-ce qu'on utilise au niveau d'un produit en termes de matières premières, en termes d'autres matières, de la main-d'œuvre, combien on aura utilisé. Mais question de prix unitaire, c'est le service d'achat parce que c'est celui qui achète cette matière première. Donc c'est celui qui est responsable de déterminer le coût unitaire de la matière première. Donc la réponse, c'est le service d'achat. Question 19. Vous avez la quantité nécessaire de la matière première à utiliser pour une unité produite et définie par, est-ce que c'est le service de production, le service d'achat, la direction ou bien le bureau des méthodes? Concernant les quantités qui sont nécessaires pour la fabrication d'un produit en termes de matière première, elle est déterminée par le bureau de méthode. Parce que le service de production, comme j'ai dit que sa responsabilité, c'est la production, la fabrication. Donc, pour chaque produit, combien il a besoin de matières premières, donc c'est le bureau de méthode qui doit le déterminer. Ni le service d'achat, parce que le service d'achat est responsable de s'approvisionner de cette matière et en termes de quantité achetée et de prix par lequel il achète. La direction, non, parce que la quantité nécessaire de la matière première à utiliser pour une unité produite, c'est plutôt technique que administratif. Donc, le service responsable de déterminer la quantité nécessaire de la matière première pour une unité produite, c'est le bureau de méthode. 120, l'activité d'un centre est exprimée en unité produite, heure main-d'œuvre, direct, quantité de matière première ou bien autre réponse. Donc on sait bien que l'activité d'un centre d'analyse, elle est exprimée par une unité d'œuvre. Et cette unité d'œuvre, elle peut être unité produite, elle peut être heure main-d'œuvre directe, comme il peut être heure machine, il peut être quantité achetée de la matière première, quantité consommée de la matière première. Ça veut dire qu'il peut être plusieurs éléments autres que ceux-ci. Donc c'est pour ça que la réponse ici, c'est autre réponse. Donc tant que l'activité d'un centre, elle est exprimée en unité d'œuvre. Il n'y a pas ici unité d'œuvre, donc c'est autre réponse. Question 21. Vous avez la fiche de coût unitaire standard et unique pour tout type de produit, utile pour déterminer le prix d'un produit, constante durant tout le cycle de vie d'un produit, établie par le service de production. Donc, est-ce que la fiche du coût unitaire standard est unique pour tout type de produit? Bien sûr non, parce que chaque produit a ses caractéristiques au niveau des matières premières, de la main-d'œuvre, des charges directes, des charges indirectes. Donc, tout produit, il est différent d'un autre, donc la fiche de coût unitaire standard, elle va être différente. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être unique pour tout type de produit. Est-ce qu'il va être constante durant tout le cycle de vie d'un produit? Bien sûr non, parce que
La fiche de coût unitaire standard au niveau du lancement d'un produit n'est pas la même fiche que lorsque ce produit arrive à maturité. On sait bien que l'entreprise, lorsqu'elle va augmenter le volume de production au niveau d'un article ou bien d'un produit, donc par l'économie d'échelle, le coût unitaire il va diminuer. Et comme ça, la fiche il va être différente concernant même le même produit, mais durant le cycle de vie de ce produit. Est-ce qu'elle va être établie par le service de production? On a dit que les coûts qui sont incorporés au niveau d'un produit, ils ne sont pas relatifs juste à la production. C'est pour ça qu'il va toucher les autres services, l'approvisionnement et la distribution. Donc, est-ce qu'il est utile pour déterminer le prix d'un produit? Bien sûr, oui, et c'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que sur la base de la fiche de coût unitaire standard, on va déduire le coût de revient standard, et sur la base de ce coût, l'entreprise peut déterminer la marge bénéficiaire, et comme ça, elle va déterminer le prix par lequel elle va vendre ce produit. Donc, la fiche de coût unitaire standard, elle est utile pour déterminer le prix d'un produit. Question 22. L'expression QR moins QP fois PS représente, est-ce que c'est un écart sur charge variable, écart sur quantité, écart sur taux horaire, écart sur rendement? Bien sûr, cette expression, elle représente l'écart sur quantité. Tant que l'écart sur charge variable, c'est le coût variable unitaire réel moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. L'écart sur taux horaire, c'est le taux horaire réel moins le taux horaire standard fois le volume horaire réel. L'écart sur rendement, c'est le rendement unitaire réel moins le rendement unitaire standard fois la production réelle fois le coût unitaire standard. Donc la réponse ici, c'est la deuxième. Question 23. L'origine de l'écart sur taux horaire est à rechercher au niveau de la qualité des matières, de la fiabilité des machines, au service de la rémunération. Autre réponse. Donc, concernant l'écart sur taux horaire, donc on a dit que le taux horaire, c'est le taux par lequel on va payer une heure de travail pour la main-d'œuvre directe. Donc, ce taux horaire, s'il y en a un écart, on doit le rechercher au niveau de service de la rémunération, parce que c'est elle qui est responsable de la rémunération ou bien de paiement des salaires, parce que c'est relatif au salaire. La qualité de matière ne peut pas influencer le taux horaire, ni la fiabilité des machines ne peut influencer le taux horaire. Donc c'est au service de la rémunération où on peut chercher l'écart sur taux horaire. Question 24. Les causes principales de l'écart sur taux peuvent être liées au service de rémunération, aux conditions d'approvisionnement, à un bonus de suractivité, à l'organisation du travail. Donc, je parle d'écart sur temps au niveau de la main-d'œuvre. Ça veut dire que le volume horaire qu'on va utiliser pour la production, est-ce qu'il va augmenter ou bien est-ce qu'il va diminuer? Donc, cette augmentation ou bien cette diminution, est-ce qu'elle peut être due au service de la rémunération? Non. Parce que le service de rémunération, elle est responsable de la rémunération. Ça veut dire qu'il peut influencer le temps horaire et non pas le temps. Ça veut dire que le volume horaire. Est-ce que c'est aux conditions d'approvisionnement? Non, parce que aucun lien entre les conditions d'approvisionnement et le temps qui est utilisé pour la fabrication d'un produit. Est-ce que c'est dû à un bonus de suractivité? Non, parce que là, c'est l'explication au niveau de l'écart suractivité concernant les charges indirectes, non pas de la main-d'œuvre. Donc, les causes de cet écart elles peuvent être liées à l'organisation du travail, parce que l'organisation du travail au niveau de production, il peut, s'il y en a une mauvaise organisation, elle va donner un écart qui est défavorable au niveau du volume horaire. Ça veut dire que l'utilisation des heures, elle va augmenter. S'il y en a une bonne organisation du travail, le volume horaire au niveau du personnel ou bien au niveau de la main-d'œuvre, on peut avoir qu'il va diminuer. La question 25, et c'est la dernière question au niveau de cette vidéo. L'expression FR moins FS fois AR représente un écart sur frais variables, écart sur quantité, écart sur activité ou bien écart sur rendement. Donc, le coût fixe unitaire réel moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle, il représente un écart sur activité. Parce que cela, c'est l'autre expression de l'écart sur activité qui est égal à l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard. Donc, ce n'est pas un écart sur frais variable parce que l'écart sur charge variable ou bien frais variable, c'est le coût variable unitaire réel moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. L'écart sur quantité, c'est QR moins QP fois FS. L'écart sur rendement, c'est RR moins RS fois PR fois le coût unitaire standard.